Yo, salut tout le monde, bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, enfin en tout cas maintenant, parce qu'un petit peu plus tard il y aura la vidéo NXT qui arrive. Maintenant on va parler de AEW Dynamite qui a eu lieu hier soir pour Dynamite et NXT. Et dans les épisodes suivants aussi on va se focaliser sur l'analyse, sur les réactions et on va pas forcément faire une review complète de tout le show. Donc ce Dynamite il a commencé avec un segment que j'ai trouvé vraiment super cool avec Jon Moxley qui arrive avec la ceinture, qui remercie tout le monde, qui est très content d'être arrivé à être de nouveau champion du monde. Il est interrompu bien entendu par le Inner Circle mené par Chris Jericho qui a sorti une phrase absolument fabuleuse. Il dit que Moxley est un menteur ou un tricheur, je sais plus ce qu'il a dit, parce que en fait, lui, il s'était préparé pendant près de 3 mois pour combattre un homme qui ne voit que d'un seul œil. Et quand il a découvert que Moxley voyait des 2 yeux, eh ben, il a pris ça vraiment pour un mensonge, un truc absolument horrible, un affront ultime. C'était tellement ridicule cette phrase que je me suis entraîné pour combattre un mec qui n'a qu'un seul œil, quoi. Ça résume vraiment le personnage de Jericho en une seule phrase. Et dans cette promo, il dit que si Moxley arrive à quitter la salle ce soir tout seul, c'est-à-dire quand on lui défonce pas la gueule, eh bien Jericho va partir pendant 60 jours. Ensuite, on a le SCU accompagné de Colt Cabana contre le Dark Order. Match sympa, sans prétention, c'est un petit peu le truc de la soirée. Le catch était bon, mais c'était pas génialissime. Et donc Cabana, au moins, c'est ça qu'ils font bien la AEW. Ils font gagner Cabana, le nouveau venu, le premier match de Cabana à Dynamite en direct sur TNT. Et Cabana qui gagne pour ancrer dans l'esprit du public que Cabana est un nom qu'il va falloir dorénavant retenir. Ensuite, on a Big Swole contre Leva Bates. Donc Big Swole, j'ai trouvé ça un petit peu chelou parce que vous l'avez peut-être déjà entendu dans des podcasts ou dans des vidéos précédentes. Big Swole, je l'avais beaucoup aimé. Là où les dernières fois qu'on l'avait vu, là ce match, je l'ai trouvé vraiment moyen au mieux, quoi. Autre promo qui était vraiment super, Cody Rhodes qui arrive et qui un petit peu plus tard va être interrompu par nul autre que Jake the Snake Roberts. Jake Roberts, alors déjà on se rend compte, et on s'en était rendu compte aussi en live, je vais vous donner une petite anecdote, on se rend compte qu'il est immense, quoi. Il est 3 fois plus grand que Cody Rhodes. Effectivement, en 2011, donc lors de WrestleMania 27, sur le parking d'un restaurant, avec, je crois que c'était Varini et Ishtu, au moment où on rentrait dans un restaurant, il y avait Jake Roberts qui sortait du resto. Et là, je me suis rendu compte que putain, le gars, c'est un géant, quoi. Je sais pas combien il mesure, quelle est sa vraie taille. Je crois qu'il a annoncé 1m95, un truc comme ça, mais il fait au moins 1m90, ça c'est clair, quoi. Le gars, il est immense. Jake Roberts nous dit qu'il est là en tant que manager car il a un client dont la destinée sera de défoncer Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes qui non seulement va continuer sa storyline avec MJF, a aussi d'autres soucis parallèles à gérer. Donc ça nous donne beaucoup de choses beaucoup de grains à moudre pour franchement des mois et des mois à venir par rapport au personnage de Cody Rhodes. Donc ça c'est vraiment top au niveau de avancement des storylines. Jake Roberts, alors je sais pas qui il va manager. Est-ce qu'il va manager Matt Hardy? Je pense pas. Lance Archer ou Brody Lee, Luke Harper, hein. Je ne sais pas. Le truc auquel il faut être, on va dire, attentif, je dirais, de la part de la AEW, c'est la taille du gars qui va accompagner vers le ring. Parce que Jake Roberts, comme je l'ai dit, il est vraiment immense. Et puis c'est, son style vestimentaire aussi, un peu genre dark. D'ailleurs, il a parlé de la dark side qui arrive. Il est un petit peu dark, il a une grande veste en cuir. Je sais pas avec qui on peut le voir. S'il est avec Archer, alors soit il faut que le style des deux mecs soit vraiment similaire, genre cuir, dark, etc. Soit il faut que ce soit complètement opposés mais complémentaires. Donc beaucoup de choses qui s'ouvrent aussi par rapport à l'identité du catcheur qu'il va manager, parce que Lance Archer, c'est vrai qu'aussi initialement il était annoncé à Dynamite. C'est d'ailleurs peut-être une des premières fois que la AEW annonce un truc qu'ils ne font pas. À la WWE, ils le font à peu près 3-4 fois par semaine depuis 2 ans.
Donc on prête plus trop attention. Là, la AEW, c'était étonnant parce que c'est vrai que quand il y a eu cette promo, moi, je me suis dit, bon bah, Lance Archer est annoncé, très probablement, il va venir soit avec Jake Roberts, soit pour contrer Jake Roberts ou autre. Bon, mais ça ne s'est pas passé. Et cette promo, elle se termine sur une autre phrase que j'ai trouvée vraiment géniale. Jake Roberts dit « Un jour, un grand homme a dit qu'il ne faut jamais tourner le dos à des gens que l'on respecte ou qui nous font peur. » Et là, immédiatement à la fin de la phrase, il tourne le dos à Cody Rhodes et il quitte le ring. J'ai trouvé ça absolument génial. Ensuite, on a Chuck Taylor contre Pac. À part le gros botch du début de match, j'ai trouvé que le combat était plutôt sympa, sans plus. Chuck Taylor, moi je l'aime bien. Pac aussi, c'est pas mal. Ensuite, après le match, on a eu un segment avec les Best Friends. Donc il y a Trent et Orange Cassidy qui arrivent. Ils vont être rejoints plus tard par les Lucha Bros. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, bon, il y a un petit peu de rififi dans tous les sens. Mais après ce segment, Pac prend le micro et annonce que Pac et les Lucha Bros, eh bien maintenant forment le clan qui s'appelle le Death Triangle. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai que les trois catcheurs, ils servaient pas trop à grand chose jusqu'à présent, Pac et les Lucha Bros, en termes de storyline. Ils faisaient juste, on va dire, des matchs secs comme ça. Donc c'est bien qu'ils aient créé une faction parce que ça va leur donner une implication qui est déjà vouée à du long terme en tant qu'unité, mais j'ai encore personnellement un tout petit peu de doute au niveau de l'alchimie qui peut régner dans ce Death Triangle parce que ils sont assez opposés. Donc soit ça va être une belle alchimie parce que les opposés s'attirent, soit il y aura un petit souci de cohérence, comment dirais-je, dans la manière dont ils vont représenter le triangle de la mort. Mais bon, pour le moment, on ne jugera pas, mais voilà les questions que je me pose en voyant cet angle. Ensuite, on a une autre promo avec... non. Pardon. Ensuite, on a... qui c'est qui arrive ? Ah non, ça, je suis tout seul, très bien. Ensuite, il y a Jake Hager contre QT Marshall. Bon, le match, rien de particulier. À la fin, il y a un angle avec Matt Jackson qui arrive, qui sera un petit peu plus tard rejoint par Adam Page, qui casse la gueule un petit peu à tout le monde, jusqu'à ce que Jake Hager l'envoie à l'extérieur du ring. Il arrive miraculeusement à se rattraper au bord du ring avec une main, et ensuite faire son buckshot lariat sur Jake Hager, et récupérer sa bière qu'il avait délicatement posée sur le poteau de ring. Donc vraiment super pour encore plus enfoncer le clou au niveau de Adam Page qui est qui est dans le top 3 des babyface de la AEW. Cody Rhodes, je dirais numéro 1, numéro 2 égalité, Moxley et Adam Page. Et c'est vrai que Adam Page revient de très loin au début de Dynamite, là jusqu'à la fin de l'année. Je savais pas trop quoi penser. Je trouvais que c'était géré un peu de comme ça, là, par-dessus la jambe. Je savais pas trop quoi penser. Et là, c'est vraiment... on est vraiment dans le... Ouais, dans la storyline pure et surtout de grande qualité car elle fait avancer tous les protagonistes qui sont impliqués. Ensuite, promo de MJF qui revient un petit peu sur sa feud avec Cody Rhodes. Le truc que j'ai trouvé génial, c'est qu'il avait un t-shirt avec marqué I pinned Cody. Et si j'ai pas de conneries, dans la promo, il fait « Ouh, pardon, c'est un petit peu la tchouf, c'est un peu la honte, là, ce t-shirt, on dirait presque un tatouage sur la tête, sur le visage. » Et là, les gens, la réaction du public, c'était vraiment fabuleux. Et MJF au micro, c'est toujours super. Et il est tellement jeune que je me demande vraiment où est-ce qu'il sera dans 10 ans, quoi. S'il fait pas de conneries pour gérer sa carrière, je pense ce sera un des numéros 1 sur la Terre, ça c'est certain. Après, on a le main event entre Jericho et Sammy Guevara contre Darby Allin, qui est tout seul. Pourquoi il est tout seul ? Parce qu'avant le match, Jon Moxley s'est fait défoncer la gueule en backstage pour justement que Jericho ne parte pas pendant 2 mois, parce que le but quand même du show, c'était aussi de casser la gueule à Moxley. Ce que j'ai pas trop aimé là-dedans, c'est que ça m'a rappelé certains angles de la WWE, comme ça, où pendant que Jon Moxley se fait casser la gueule dans les backstage, ça n'a pas duré 20 secondes, hein, c'était relativement long. Bien dans le ring, les gars, ils sont tous les 3 et il se passe rien et ils regardent ce qui se déroule sur l'écran. Alors il y a 2 choses qui me dérangent. C'est la première, pourquoi est-ce que les heels n'en profitent pas pour casser la gueule de Darby Allin, qui pour le coup est tout seul, et au niveau du babyface de Darby Allin, pourquoi est-ce qu'il court pas vers les backstage pour essayer de sauver son pote. Donc voilà, j'ai pas trop capté pourquoi les mecs n'ont pas bougé. Ça faisait très WWE, c'est-à-dire on vous présente quelque chose, mais comme c'est fake, on peut pas avoir des réactions qui devraient être normales. Donc là, c'est pas normal de soit ne pas aider son pote, soit ne pas casser la gueule à un mec qui finalement est tout seul. Le match de Darby Allin, c'était une magnifique représentation pour ses capacités.
Darby Allin, au début, j'avais vraiment du mal, je voyais absolument rien en lui, mais une fois de plus, les storylines, le travail de l'AEW, le bon travail de l'AEW fait que de semaine en semaine, ils arrivent vraiment à créer une star, et lui aussi se rapproche du podium gagnant au niveau des babyface qui sont over à l'AEW. Il a fait plein de comebacks, c'était vraiment hyper punchy, la foule était survoltée. Il part à un moment pour un topé, il se prend un Judas Effect et c'est là-dessus que le match se termine. Donc victoire normale des heels qui sont à 2 contre 1, mais c'est une victoire qui va de nouveau faire grandir Darby Allin très grandement. Que penser de ce show ? On va dire... Ah ben non, c'est pas terminé, pardon. J'ai encore une petite note. Ensuite, finalement, Moxley renaît de ses cendres. Il revient vers le ring pour aider Darby Allin. Mais il est trop... Comment dirais-je... Il est trop abîmé. Et finalement, il va se prendre un powerbomb depuis le stage à travers des tables. Donc, finalement, la prophétie de Jericho s'avère véridique. C'est-à-dire qu'il aura réussi à casser la gueule de Moxley au point qu'il ne puisse plus, entre guillemets, rentrer chez lui tout seul ce soir. Donc ça, c'était positif. Ce qui était positif dans ce show, c'est que j'ai trouvé que, alors qu'il n'y avait pas forcément de très bons matchs, comme c'était le cas depuis 2 ou 3 semaines, au moins il y avait beaucoup d'avancées sur les storylines. Et quand on parle d'un produit télé, c'est très très important, c'est primordial. Il n'y a que ça, la logique, la cohérence et la pertinence des storylines. Et le fait de faire des matchs qui étaient ok mais sans plus, ça permet aussi d'enfoncer le clou. Je crois que j'ai déjà utilisé cette expression dans l'émission. D'enfoncer le clou sur l'aspect spécial et exceptionnel des combats qui ont lieu lors des pay-per-view. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça fait vraiment un mois que j'ai bien envie de regarder Dynamite, et tous les jeudis matins, je me fais un plaisir, c'est un vrai bonheur de regarder l'émission, alors que, je l'avoue, novembre, décembre et début janvier, même jusqu'à fin janvier, c'était pas vraiment exceptionnel. Il m'avait perdu. La nouveauté du mois d'octobre m'avait un petit peu perdu pendant 3 mois, et là, semaine après semaine, il propose quelque chose de vraiment bien qui, moi, me plaît, et qui me plaît pour toutes les raisons que j'ai énumérées dans cet épisode. Donc voilà, c'est fini pour l'analyse et les réactions de la AEW. Il y a d'autres questions comme ça qui se posent toujours par rapport donc au futur de Lance Archer, de Luke Harper, Brody Lee ou de Matt Hardy, qui devrait très vraisemblablement faire son arrivée à l'AEW, un de ces 4. Dans quel rôle, on ne sait pas, ça on le verra bien. Mais pour toutes ces questions, je pense qu'on va plutôt les aborder lorsqu'il y aura des événements marquants qui auront eu lieu pendant AEW Dynamite, parce que d'ici là, ce n'est que de la spéculation. Et comme les mecs sont quand même un peu plus intelligents que nous, et que c'est eux qui créent le truc, ça sert à rien de déblatérer dans tous les sens. Mais ce qui est sûr, à mon avis, les amis, c'est que l'évidence, entre guillemets, que tout le monde pousse là en disant oui, Matt Hardy, c'est sûr, ça va être le Exalted One du Dark Order et compagnie, et ben tout ce qui est évident, je pense que les mecs, ils vont le contourner et ils vont faire des petits twists et ils vont arriver à créer des storylines que nous n'attendions pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, dans quelques heures, pour la review de NXT. Et d'ici le prochain épisode, comme d'habitude, vous savez qu'il ne vous reste que 2 choses à faire, c'est-à-dire de bien vous porter, mais surtout de garder la passion et de regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye!